Dans une démocratie, la compétition politique se définit par une lutte des partis politiques lors d'élections. Comment ces élections sont-elles organisées? Dans toutes les démocraties, on retrouve une constante, des élections au suffrage universel. En effet, les élections sont l'organisation démocratique de la lutte pour le pouvoir. Pour que cette organisation soit réellement démocratique, les élections doivent s'effectuer au suffrage universel. En effet, le suffrage est le choix de l'électeur. S'il est universel, c'est que tous les citoyens ont le droit de voter. Mais toute la population n'est pas considérée comme citoyenne. Ceux qui paraissent incapables d'être citoyens ne sont donc pas des électeurs, les femmes avant 1944, les jeunes de moins de 18 ans aujourd'hui. On distingue deux modes de suffrage universel, le suffrage universel direct et le suffrage universel indirect. Le mode de désignation est différent. Dans le suffrage universel direct, les citoyens choisissent directement leurs élus. Alors, dans le suffrage universel indirect, les citoyens élisent des représentants qui choisissent alors, au nom du peuple, d'autres élus. Le suffrage universel est bien adapté aux sociétés modernes de grande taille, alors que le suffrage universel indirect se retrouve à des époques où la population a du mal à se déplacer et où elle connaît personnellement son représentant. Le suffrage direct donne alors une plus grande légitimité à l'élu, le suffrage indirect, une assemblée plus modérée. Cependant, le suffrage indirect peut poser des problèmes de représentativité de la population. En effet, les élus sont souvent des notables, peu en phase avec la société. Ensuite, la personne élue n'est pas obligatoirement celle qui a le plus de suffrages directs. On peut donner comme exemple, pour le suffrage universel direct, les élections présidentielles ou législatives en France à la Ve République. Pour le suffrage universel indirect, on a les élections au Sénat en France sous la Ve République, ou l'élection du président américain. Le suffrage universel se retrouve dans toutes les démocraties. Cependant, les modalités d'application divergent. En effet, le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus. Dans le mode de scrutin, on distingue le type de scrutin, le nombre de tours et le mode d'attribution des sièges. Première distinction, le type de scrutin. On va distinguer le scrutin uninominal et le scrutin de liste. Dans le scrutin uninominal, une seule personne est élue pour un territoire donné, alors que dans le scrutin de liste, plusieurs personnes sont élues en même temps. Les listes peuvent être alors bloquées, on ne peut les changer, ou bien modifiables. On laisse aux électeurs la possibilité de panacher les candidats des différentes listes. Comme exemple, on peut donner pour le scrutin uninominal les élections législatives ou présidentielles en France. Pour les scrutins de liste, les listes vont être bloquées lors des élections européennes, mais modifiables dans les élections municipales pour les communes de moins de 3500 habitants. Autre distinction dans le mode de scrutin, le nombre de tours. Le scrutin peut se faire à un tour. Le candidat ou la liste qui a le plus grand nombre de votes est élu. C'est le cas des législatives au Royaume-Uni. Ou à deux tours. Pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue. Au second tour, la majorité relative suffit. C'est le cas des législatives en France. Dernière distinction dans le mode de scrutin, le mode d'attribution des sièges. Dans le scrutin majoritaire, le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. Dans le scrutin proportionnel, le pourcentage de sièges est identique au pourcentage de voix. Comme exemple pour le scrutin majoritaire, nous pouvons donner les élections législatives en France. Pour le scrutin proportionnel, les élections européennes. Cependant, calculer le nombre de sièges dans la représentation proportionnelle pose quelques difficultés. Des règles vont alors être mises en place. D'abord un seuil minimum, pour éviter une trop forte dispersion de la représentation politique. Seuls les candidats ayant obtenu un certain pourcentage de suffrages peuvent disposer d'élus. Ensuite, pour répartir les sièges, une méthode possible est celle du quotient. On fixe d'abord le nombre de voix pour avoir un siège, c'est le quotient électoral. Puis, en divisant le nombre de voix par le quotient électoral, on obtient le nombre de sièges. Cependant, il est très rare que le calcul tombe automatiquement juste. Pour répartir les voix restantes, deux méthodes principales. D'abord, celle des plus forts restes. Les listes disposant des plus importants restes de voix obtiennent les sièges restants. Autre méthode, la méthode la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux listes dont le rapport entre les voix restantes et le nombre de sièges restants à pouvoir
est le plus grand. Il y a donc une grande diversité de modes de scrutin. Ont-ils une influence sur les résultats des élections? Les résultats peuvent en effet varier entre un suffrage direct et un suffrage indirect. En effet, un candidat peut être élu au suffrage indirect alors qu'il avait moins d'électeurs, mais plus de représentants élus. C'est ce qui s'est passé en 2000 aux États-Unis. Bush est devenu président alors que Gore avait obtenu la majorité des voix dans l'ensemble du pays. Le type de scrutin joue aussi, car les critères des choix des électeurs en dépendent. Dans le scrutin uninominal, l'essentiel est la personnalité du candidat. Ses idées politiques et son programme passent au second plan. En revanche, dans le scrutin de liste, comme les candidats sont moins connus, ce sont les programmes qui sont déterminants. Le nombre de tours va aussi influencer le choix des électeurs. Dans le scrutin à un tour, l'électeur qui vote pour un parti, qui n'a aucune chance de gagner, a l'impression d'avoir une vote qui ne compte pas. Il favorise alors le vote utile. Ainsi, le scrutin à un tour favorise les grands partis et défavorise les petits partis. C'est la loi de Duverger. Le scrutin à un tour crée le bipartisme. Seuls deux grands partis prédominent. À l'inverse, le scrutin à deux tours permet une meilleure valorisation des petits candidats. En effet, lors du premier tour, va se mettre en place du multipartisme. L'électeur vote pour le candidat de son choix. Dans l'autre tour, se mettent en place des alliances politiques. Les candidats autorisés à se présenter au second tour forment des coalitions avec ceux qui n'y ont pas accès. Enfin, au second tour, il y a un retour à la bipolarisation de la scène politique. Le mode d'attribution des sièges influence aussi les résultats. Scrutin majoritaire et scrutin proportionnel se distinguent ainsi sur deux points. D'abord sur la représentativité. En effet, le scrutin majoritaire ne permet pas de rendre compte de la réalité des résultats électoraux. Qu'un parti perde une élection d'une voix ou de plusieurs milliers, le résultat est le même. Il ne sera pas représenté. On obtient ainsi une surreprésentation des vainqueurs et une sous-représentation des vaincus. À l'inverse, le scrutin proportionnel est plus représentatif, puisqu'il permet de représenter les formations politiques à raison de leur poids électoral. Le problème du scrutin majoritaire est donc de favoriser la montée de l'abstention. En revanche, la stabilité du gouvernement est plus grande avec le scrutin majoritaire, car il y a moins de partis. Avec le scrutin proportionnel plus représentatif, le nombre de partis est plus élevé. Il y a donc un émiettement des suffrages. Il est donc plus facile de trouver un accord et une majorité dans une assemblée élue au scrutin majoritaire, et plus difficile de trouver cet accord dans une assemblée élue au scrutin proportionnel. Le risque est donc d'avoir une majorité instable. Ainsi, le scrutin proportionnel permet la représentativité, le scrutin majoritaire, l'efficacité.